Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être présents ce soir pour cette réunion publique en présentiel, puisque maintenant nous sommes habitués à de la visio, etc. Donc je vais laisser la parole à Karine. Bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans cette deuxième réunion publique 13 mois après notre prise de fonction. Le contexte sanitaire ne nous avait pas permis de faire la première réunion en présentiel, mais nous nous réjouissons tous de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Nous vous informons que la réunion sera filmée et donc diffusée ultérieurement sur le site de la mairie et par HWN TV. Nous avons identifié 4 sujets phares pour cette deuxième réunion, mais première en présentiel. Donc nous allons parler des écoles, des travaux qui vont être lancés prochainement, mais aussi de l'environnement et de la culture et festivités. En termes d'organisation, chaque élu viendra vous faire un point sur ce sujet en quelques minutes, et s'en suivra une session de questions-réponses qui aura trait à ce sujet uniquement. En fin de réunion, nous accueillerons bien sûr toutes les autres questions, sur toutes les questions que vous voulez vous poser sur tous les autres sujets. Voilà en termes d'organisation. Est-ce que tu as un mot à dire? Non, justement, moi je voulais dire que on est très content de vous recevoir en présentiel, puisque la dernière fois c'était pendant la campagne. Les conditions sanitaires sont compliquées, vous avez vu, on est obligé de remettre le masque. Et bon, c'est pas évident, mais bon, on verra pour la suite. Bon, en tout cas, on va commencer. Je laisse Karine faire le tour de départ. Très bien, merci. Je pense qu'on entend quand même avec le masque, vous les gardez là. Donc nous allons commencer cette réunion pour parler des écoles et de la rentrée scolaire aussi. Merci Angélique, en charge de ces sujets-là au sein du conseil municipal. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais commencer par présenter un visuel pour faire un peu le point sur les différents travaux qui ont été conduits dans nos écoles, en rappelant les orientations qui guident notre action à chaque fois qu'on intervient et qu'on intervient avec des travaux. Pour rappel, l'école maternelle, il va s'agir de l'entretenir, de la rénover, et tous les travaux que nous allons entreprendre iront dans ce sens, tandis que ce qui va être sur l'élémentaire, les travaux de l'élémentaire nous conduisent, nous acheminent vers une restructuration des lieux, puisque, in fine, nous aurons une nouvelle école élémentaire. Donc c'est une philosophie différente à chaque fois qu'on entretient nos locaux. Pour parler un peu de grands travaux, après vous avez vu, on fait paraître fréquemment sur nos réseaux toutes les menus d'intervention, les travaux d'entretien, mais on a voulu vous montrer ce soir 2 grandes interventions, à savoir en premier la mise en sécurité de l'école maternelle. Donc on a une image là qui nous montre que ça ne ressemble plus du tout à ça, puisqu'on a restructurer le mur de soutènement, remplacer le grillage, nettoyer le chemin qui est en contrebas, qui était envahi par une végétation dense. On a posé des films solaires, on a installé un interphone, et toutes ces interventions ont permis d'être conformes aux normes de sécurité, incendie, intrusion, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ensuite, pour l'élémentaire, on a donc créé pour respecter l'intimité des élèves, les recommandations de l'éducation nationale, on a créé un nouveau bloc sanitaire dédié aux filles. Et donc cet investissement, qui était indispensable, nous permet d'anticiper justement sur la restructuration de la mairie qui aura lieu après. Et ces espaces qui seront dégagés, ce ne seront plus des salles de classe, mais d'autres espaces. Donc les sanitaires étaient indispensables. Je vais enchaîner avec un point sur la rentrée scolaire, en abordant les effectifs, les équipes enseignantes. Alors pour l'école maternelle, comme je vous le précisais, nous n'avons pour l'instant que 88 élèves, avec seulement 18 élèves qui sont inscrits en petite section. Alors je tire un peu la sonnette d'alarme, puisque quand notre directrice a fait remonter les effectifs en novembre 2020, elle avait tablé sur 95 élèves, ce qui fait que
forcément, il y a des élèves qui ne sont pas encore inscrits. On espère qu'ils seront inscrits dans notre école, puisqu'il en va, on peut le dire, du maintien des 4 classes. Si l'inspection pointe son nez dans nos effectifs, on est en dessous et on risque à terme d'avoir une suppression de classes. C'est très facile de supprimer et ça met des années à être recréé. Donc mobilisons-nous parce qu'il suffirait de 4 élèves en plus pour que le risque soit supprimé. Ensuite, l'équipe enseignante dans notre école maternelle bouge un peu puisqu'on a en particulier le départ de Pascal Nègre qui était aubésienne dans notre école à nous depuis très longtemps. Donc elle part sous notre cieux et bien sûr les équipes sont à chaque fois renouvelées, ça va. On a une rotation, mais on a toujours un petit peu. On est ému quand on a une maîtresse qu'on connaît depuis très longtemps qui part ailleurs. Pour l'école primaire, les effectifs, donc là c'est l'effet inverse, on a 2 dynamiques opposées. On est à 177 inscrits, ce qui fait que désormais on ne peut plus accueillir d'élèves qui ne seraient pas aubésiens. L'équipe enseignante dans notre élémentaire va énormément se renouveler, puisqu'on a 7 départs. Et puis bien sûr, on a des arrivées. On va souligner que Madame Chaume-Basset va revenir à son poste de directrice, qu'elle aura en charge de la classe des CE2. Et je profite là du moment qui m'est donné pour remercier Madame Costamagna, qui a assuré la direction intérimaire avec panache et compétence. Pour aborder ensuite le thème des écoles, pour aborder donc le thème des écoles, toujours, on peut souligner qu'il va y avoir des modifications un peu dans l'organisation des ATSEM, puisque à partir de septembre, Sabrina va non plus être à la maternelle, mais à l'accueil de notre mairie. Précisons tout de même qu'elle restera disponible pour des remplacements. Et que en ayant en fait cette possibilité de remplacement, on aura une plus grande souplesse dans le fonctionnement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Je soulignerai qu'on a gardé tout de même le quota de 2,5 équivalents temps plein, pour parler jargon, c'est ETP, et ça nous donne justement une adaptation en fonction de la situation. Deuxième point peut-être. Abordons le projet de la nouvelle école, de notre grand projet phare. Alors, nous avons organisé tout d'abord, dans un premier temps, la réflexion avec une participation citoyenne, une consultation des usagers, comme évidemment les enseignantes et les élèves. Toute cette consultation, c'est comme une gestation. On est en train, là, de manière invisible, de mûrir le projet. Donc tout à la fois avec des groupes projets qui sont organisés selon 4 thèmes, donc je vous ai inscrit, les salles pédagogiques, les espaces annexes, le bien-être, l'environnement, les énergies. Et donc il y a 21 personnes, qu'elles soient élues ou non élues, qui se réunissent et qui se projettent. Pour se projeter, en parallèle, des visites d'écoles récentes ont été effectuées, ce qui permet de recueillir les conseils et les retours d'expérience, et c'est précieux parce que, pour éviter des bêtises qu'on regretterait amèrement. Voilà, on a inspecté, visité des écoles qui ont été récemment construites. L'équipe enseignante a été aussi consultée et elle a livré une synthèse listant les points indispensables, les points à éviter, et ça aussi, ça nous est précieux parce qu'elles sont, elles, les mains dans la pâte de l'école et elles ont besoin d'avoir des locaux, des aménagements qui soient fonctionnels. Le conseil municipal des jeunes a été également consulté, et c'est un univers complètement différent qui là est mis en avant puisque les enfants ont surtout pensé à la cour de récréation avec des aménagements sur le bien-être, avec des bancs de l'amitié, de l'herbe, voilà, une cour de récréation idéale. Et j'en profite pour vous inviter à la fin de cette réunion à aller voir les maquettes que les CM2 ont réalisées sur la thématique de rêver votre école, et on verra que toutes les tendances sont représentées, des écologistes avec des panneaux photovoltaïques, des footeux avec un terrain de foot en synthétique, et également une bulle de bien-être pour
pour être au calme. Donc n'hésitez pas à aller voir, les enfants seront très contents de savoir que ça a intéressé tous les Aubésiens. Ça, c'était le premier temps, consultation, concertation, gestation. Second temps, on va basculer sur le niveau des professionnels. Donc tous les comptes rendus de toutes ces réunions ont été confiés à des professionnels, des bureaux d'études. Donc vous voyez, je vous ai mis les noms en fait, de nos prestataires. On a l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, ils doivent traduire toutes ces aspirations, toute cette masse d'informations, puisque je leur ai fourni un dossier bien complet. Ils doivent le traduire en termes techniques, en cahier des charges, qui s'appelle dans leur jargon un programme. Et ce programme, il est très précieux parce que c'est à partir de ce programme que les architectes qui vont ensuite candidater vont faire jaillir cette école qui pour l'instant n'est qu'un rêve. Donc Gapira Énergie et Alteramo Conseil sont nos deux partenaires. Donc on attend le résultat de leur réflexion technique et à partir du moment où un pré-programme nous sera livré, on rebasculera dans la concertation pour faire des allers-retours, analyser les propositions des professionnels et voir si ça correspond bien à nos attentes. Pendant ce temps, en parallèle, on a désigné un urbaniste paysagiste, ensuite on a travaillé à la réflexion du PLU. Donc tout ce côté administratif, technique est indispensable, même s'il est invisible, ce sont des étapes qui sont incontournables. Et on peut conclure en disant qu'à la rentrée, eh bien, on sera prêt pour un appel d'offres pour le cabinet d'architectes. Et c'est à ce moment-là que les architectes vont traduire ces pensées, ces réflexions en structure. Et à partir de là, le projet va devenir plus concret. Merci. Merci donc, on va passer à une session de questions-réponses. Si vous avez donc des questions sur ce sujet-là, sur les écoles, sur le projet d'école, sur la rentrée scolaire, c'est le moment. Juste en termes de délai à la rentrée du travail, et après pour la première pierre et les enfants y rentrent, c'est quoi? Je ne me rappelle pas. Bon, alors, la première pierre, si tout va bien, devrait arriver en mars 2023. Voilà. Donc, il y a à peu près 18 mois de travaux. Et là, sur 2022, on devrait commencer à voir toutes les études sur le sol, le terrain, l'aménagement un petit peu, regarder si tout va bien, parce que... Et l'ouverture, c'est septembre 2024. Donc, comme on le disait, c'est un petit peu notre fil rouge, hein, l'école, et une fois que c'est fait, bon, ça va libérer des espaces qui seront utilisés à autre chose, et avec de la rénovation aussi qui est arrivée dans ces espaces-là. Oui. Angélique parle de maquette, donc si vous voulez aussi prendre aussi. Juste à côté, là. Contre le mur. Juste. Il y a été maquette, d'accord, mais je voudrais voir où sera implantée exactement l'école. Ça se pense où, à peu près. Est-ce qu'il y a un plan où on peut voir ce qui est prévu? Pas encore. Le plan définitif arrivera sur l'implantation après tous les travaux administratifs qui sont en cours, et avec justement parce qu'il va y avoir un concours d'architectes qui va être présenté. Donc il y a encore une réflexion à noter pour l'implanter un meilleur endroit qu'un autre. En fait, en tout cas, le périmètre est défini. Alors après, est-ce que c'est un petit peu plus devant l'école, derrière, à droite, à gauche? Bon, là, mais ça va se jouer à quelques dizaines de mètres. Hein, grosso modo, elle est là où on avait déjà signalé. Dans les maquettes, ce qui était intéressant aussi, c'est que les enfants ont travaillé dessus, et on demandera aussi aux archis de prendre en compte ce qu'ont décidé les enfants, et puis on leur a dit, quand on leur a remis la calculatrice, là, on le fait chaque année, depuis plusieurs années, la mairie fait ça, aux enfants du CM2, donc on leur a dit qu'on les inviterait, parce que malheureusement pour eux, heureusement aussi, parce qu'il faut bien qu'ils grandissent, hein, ils ne seront pas dans cette école, mais par contre, le jour où on aura l'inauguration, on se rappellera qu'ils ont travaillé, et on essaiera de faire quelque chose, et ça serait bien aussi que ce qui est dans les maquettes, on le retrouve quelque part. Vous allez voir, quand vous verrez les maquettes, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas très loin de nos réflexions, je veux dire même d'adultes. On peut peut-être aussi rajouter que le projet d'aménagement, Florence, il englobe le secteur de la nouvelle école, celui de la place du Cluse, et que c'est quelque chose qui va être coordonné. Donc
C'est bien plus que simplement implanter une école, même si le projet du CLUS ne sera pas immédiat, mais c'est anticipé. Et c'est pour ça qu'à ce sujet-là, il est intéressant qu'il y ait une concertation effectivement des biens plus large que le public des écoles. Effectivement. Est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir une réflexion là-dessus? Ben, notre fil rouge, c'est la concertation et la participation citoyenne, donc bien sûr. Bon, d'autres questions? Non. On passe au sujet suivant alors. Merci Angélique. Merci Angélique. Bon, si il y a une question qui vous vient après, on pourrait toujours la poser à la fin, hein, le chronomètre n'est pas fini. Et donc on accueille Richard pour nous parler des travaux, enfin une partie des travaux, parce que beaucoup de choses ont été faites dans les derniers mois. D'ailleurs, un bulletin municipal viendra dans les prochaines semaines présenter le bilan de 2020 et le budget 2021, donc avec des illustrations sur ce qui a été fait et ce qui va être fait cette année. Mais là, on en a choisi deux particulièrement, et donc Richard va vous expliquer ce qu'il en est. Merci Richard. Bonjour à tous d'abord. Et voilà, donc il y a deux gros chantiers qui vont démarrer là, prochainement. Le premier chantier, donc ça va être qui va démarrer d'ici une dizaine de jours, c'est la sécurisation du château. Et le second, on en parlera un peu après, c'est concernant les travaux de la mairie, qui touchent aussi partiellement les écoles. Voilà. Concernant le château, donc c'est une mise en sécurisation. Ce ne sont pas des travaux de rénovation, hein. C'est juste de la protection parce qu'il y a des pierres, il y a des chutes de pierres et ça peut mettre la vie de certaines personnes en danger. Vous avez, si vous voulez, la cage escalier ici, je ne sais pas, voilà, où vous voyez par exemple cette voûte qui tient avec des bastins en bois avec un étai plus ou moins droit, et tout ça menace de tomber rapidement, si vous voulez. Et il faut savoir que cet escalier est emprunté tous les jours par des habitants. Donc c'était une mise en sécurisation qui devait être faite très rapidement. Vous avez des emmarchements aussi, c'est des morceaux, si vous voulez, de l'ancien escalier qui menacent de tomber à tout moment. Donc tout ça, ça va être purgé et sécurisé. Et après, vous avez donc le porche, alors là, c'est à côté de la tour ronde, et vous avez ce porche aussi où tous les linteaux, tout ça, les corniches sont en train de tomber. Et donc là, il va y avoir la mise en place d'un tunnel en bois pour protéger, si vous voulez, le passage, puisqu'en fait, on se sert du local en dessous pour stocker les tables, les chaises et tout ça. Et après, bon, il y a d'autres travaux de sécurisation, de reprise des linteaux, d'arrachement des lierres. On coupe les arbres qui poussent dans la façade. Donc ça, c'est des travaux qui démarrent, donc, comme je vous ai dit, il y a dans une dizaine de jours, pour un budget de 20 780 €. Nous avons une subvention de 40% dessus, soit 8 312 € par le pôle patrimoine et monuments historiques. Ces travaux vont durer environ à peu près 2 mois. Mais, je répète, hein, c'est que de la sécurisation. Donc il y aura des filets, il y aura des échafaudages, il y aura des choses comme ça. C'est juste pour protéger le bâtiment qui ne se dégrade pas plus et surtout qu'on ne risque pas de se prendre une pierre sur la tête. Après, ça nous permettra, bien entendu, de prendre possession de la partie médiévale avec, entre autres, l'association des patrimoines d'Aubé pour essayer de nettoyer un peu, vider ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, et pourquoi pas bientôt le faire visiter. Mais ça, c'est pas pour tout de suite encore. Donc ça, c'est le premier chantier qui va démarrer d'ici une dizaine de jours. Juste 2 secondes. Ce qui est intéressant de savoir, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant, c'est que l'idée c'est de faire un circuit touristique, de visite, oui, à terme, en faisant un espace, un musée ou une maison du patrimoine. Et justement, l'association des patrimoines d'Aubé et d'autres personnes travaillent dessus pour pouvoir à terme avoir tout ce quartier du château, puisque l'idée c'est pas de penser juste un endroit, il faut penser l'ensemble du quartier, alors le vieux quartier pour nous historique,
Et c'est de donner une dynamique autour de ça et de pouvoir faire visiter, puisque nous avons la chance d'avoir quand même beaucoup d'espaces qui appartiennent à la commune. Et à partir de ce moment-là, on aura peut-être, bien sûr des gens connus, comme vous connaissez, comme Claude Vialin, etc., qui sont intéressés, et essayer de faire une espèce de musée avec un circuit intérieur qui partira du presbytère et qui finira jusqu'à la tour centrale en passant par cet endroit-là. Donc ça va prendre du temps, mais l'idée c'est de l'ouvrir parce que c'est dommage quand même d'avoir ce patrimoine-là et qu'il ne soit pas visitable. Oui, très peu de personnes d'ailleurs connaissent vraiment le château en totalité, hein, parce que bon, non seulement il n'est pas visitable aujourd'hui, pour une mesure de sécurité, mais c'est bien dommage parce que c'est un patrimoine très riche. Et voilà, donc ça c'est le but. Et d'ailleurs on fait appel aux mécènes, hein, s'il y en a qui veulent verser pour l'association, je ferai une petite quête à la sortie, donc n'hésitez pas, hein, je ne prends pas en dessous de 100 €. Si vous connaissez les mécènes, si vous en connaissez aussi, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à faire passer le message. Voilà. Après, je vais vous parler là, des travaux de la mairie. Alors attendez, parce que là, j'ai un souci avec... Ouais, commencer par là. Donc en fait, les travaux de la mairie sont des travaux qui vont s'étendre en plusieurs phases. Vous allez avoir pendant 4 mois la restructuration du rez-de-chaussée uniquement de la mairie. Ça comprend donc tout le rez-de-chaussée actuel avec des modifications qui ont été apportées au niveau circulation, mise en accessibilité, parce qu'aujourd'hui on a une mairie qui n'est pas accessible aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, qui n'était pas fonctionnelle vraiment non plus. Et donc en fait, si vous voulez, par rapport à aujourd'hui, le service urbanisme qui était à l'étage, difficilement consultable par les personnes, va se retrouver au rez-de-chaussée, dans le bureau du maire actuel. Donc, Monsieur Bobo n'aura plus de bureau. Mais bon, voilà, c'était un choix. Après, nous avons aussi choisi de mettre la police municipale au sein de la mairie, ce qui est plus logique aussi, parce que là où elle était positionnée, elle est en étage, donc pas accessible non plus aux personnes à mobilité réduite, et en dehors des locaux de la mairie. Donc la police municipale va être mise là. Le CCAS qui était ici va être posé ici momentanément. Je dirais que c'est une phase transitoire en attendant de récupérer d'autres locaux une fois le déménagement de l'école. À la place du CCAS, on fait un espace attente, on ouvre tous ces murs là, et ici on crée un sanitaire PMR accessible au public. L'accueil ne bouge pas de place, par contre la banque d'accueil est refaite, tout le mur est ouvert, et on crée ici donc un espace, je dirais, rangement, réserve, et l'accessibilité se fera avec un sas, avec une porte automatique. Et comme certains ont déjà pu voir, les travaux ont commencé par une rampe d'accès PMR en pierre qui sera finie, je ne sais pas vous dire quand, dans une semaine ou deux. Elle aurait déjà dû être terminée, mais l'entreprise nous a fait quelques petites surprises. Donc voilà, ça c'est pour l'école, pour les travaux de la mairie. Alors ces travaux aussi comprennent le remplacement de toutes les menuiseries du bâtiment, rez-de-chaussée et étage. Donc c'est évidemment, les menuiseries de la mairie vont être, je dirais, remplacées pendant la phase des travaux de la mairie, mais concernant les écoles, ça va être fait en plusieurs phases pendant les périodes scolaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, là, vous avez des coupes qui représentent ce que va être notre future mairie. Donc, si vous voulez, alors on va commencer par ici. Ça va être donc le service urbanisme qu'on retrouve là. Hein, ça, c'est l'actuel bureau du maire. Vous avez l'accueil ici qui va être transformé avec une banque accessible PMR, hein, c'est-à-dire avec un plateau plus bas et un renfoncement pour que les fauteuils puissent se positionner. Les plafonds vont être gardés tels qu'ils sont. Par contre, on rajoute des plafonds acoustiques par-dessus, ce qui ne gâchera pas, si vous voulez, toutes les moulures et tout ça. C'est plus de la déco.
Au niveau de la cage d'escalier, on met ici comme des gouttes d'eau. Ça va être des luminaires qui vont descendre donc, du haut du premier étage dans la cage d'escalier. Bon, là, vous avez une vision de l'architecte qui est M. Giraud, qui nous aide à amener ce projet à terme, qui est dopé d'ailleurs. Et voilà, vous avez le mobilier ici qui va se retrouver dans l'accueil, donc avec la tablette numérique que vous avez tous vu déjà sûrement, donc qui va être positionné donc là contre le mur avec des présentoirs de chaque côté pour la documentation et tout ça. Il y aura beaucoup d'affichage. Déjà aujourd'hui on en a fait disparaître une grande partie et là maintenant tout sera sur la tablette. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur les travaux. Il y a des questions? Merci Richard. Juste avant, je voudrais préciser, puisqu'on parle des finances et que non, voilà. Non, mais ça rentrait dans les détails. Juste pour vous expliquer, effectivement, la rénovation de la mairie, c'était du bâtiment, au-delà de la mairie en fait, c'est un bâtiment historique, c'est un bâtiment important aussi dans notre village. Il était envisagé, pas prévu dans ce calendrier-là. Il s'avère que nous sommes à la chasse de toutes les subventions possibles. Je le dis toujours, mais un village comme le nôtre, en fait, il peut avancer que s'il va chercher du financement, vous en doutez bien que ça, il faut le payer. Donc dès lors qu'on peut avoir accès à des dotations et à des subventions, on va les chercher. Et l'année dernière, quand nous sommes allés rencontrer le préfet, nous avons appris au mois de décembre qu'il y avait ce qu'on appelait le plan de relance, donc une dotation qui s'appelle la DECIL et qui avait une version exceptionnelle pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, il s'avérait qu'on se trouvait en plein dedans, puisque si vous allez en mairie et que vous mettez votre main à côté des fenêtres, vous sentez l'air passer. Donc en fait, c'était pas une nécessité, c'était plus que ça, quoi. C'était un impératif pour nous et pour le maintien de ce bâtiment. Donc on a sauté sur l'occasion de faire cette demande et donc dans un temps réduit, nous avons monté un dossier de subvention, puisqu'il fallait que ça soit fini au mois de janvier, pour avoir droit à cette DECIL exceptionnelle, et entre autres, parce que les subventions, on va les chercher au niveau de l'État via la préfecture, mais aussi à la région, à l'ADEME, enfin il y a plein d'organismes qui nous permettent d'avoir accès à ces subventions. Donc nous sommes dans une phase d'apprentissage et d'aller connaître bien tous nos interlocuteurs. Et c'est pour ça qu'en fait ces travaux ont été engagés si rapidement, c'est parce qu'on a pu sauter sur ces subventions-là pour la rénovation de ce bâtiment qui, même si demain ne sera plus une école, existera toujours, aura une autre vocation. Et dans tous les cas, il va falloir changer les menuiseries, par exemple, voilà, que ce soit une école ou pas. Oui, d'ailleurs, le budget estimatif est de 427 000 € pour la totalité des travaux, aménagement de la mairie et remplacement des menuiseries. Et là-dessus, déjà, donc, comme disait Karine, nous avons reçu 158 442 € de subventions, sans compter celles qui peuvent nous arriver encore où on a fait les demandes auprès du conseil régional, l'ADEME. Voilà. Et il y a aussi l'utilisation de la subvention d'accessibilité que nous avons pour un montant de, je crois, dans les 50 000 €. J'ai pas le montant en tête. C'était une subvention qui avait déjà été demandée par l'ancienne mandature, mais qui n'avait pas été utilisée pour les travaux. Donc voilà. Vous avez des questions? J'avais vu sur la première diapo sur le château, vous avez montré un escalier qui est très emprunté du coup. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous allez faire des locaux de la police municipale actuelle? Est-ce que ça va aller aux associations par exemple? Ça, pour l'instant, oui, pourquoi pas. Hein. C'est tout à fait. Hein, concernant le local de la police aujourd'hui, il peut être attribué aux associations. L'escalier, pour revenir sur l'escalier du château, c'est un escalier que quasiment personne ne connaît vraiment, puisqu'en fait, c'est quand vous arrivez au salle goûter, par l'entrée des salles goûter, sur la gauche, vous avez un petit porche, et là, vous empruntez un petit couloir qui donne accès à l'appartement qui est au-dessus des salles goûter. Voilà. Et il est emprunté par des habitants. Donc, et tout ça, c'est quelque chose que peu de personnes ont eu la chance de pouvoir voir. Deuxième question derrière, madame. Oui, c'est juste pour bien comprendre, en fait, ce que dit
Si vous voulez, ça a été chiffré par l'architecte, par nous de notre côté aussi, pour avoir une enveloppe financière. Mais tant que l'appel d'offres n'est pas, les prix ne sont pas ouverts, on ne peut pas donner un budget définitif. Alors il y a un autre sujet aussi, c'est que je vous ai expliqué, on est dans le cadre d'un plan relance, donc une décision exceptionnelle qui est liée à la rénovation énergétique des bâtiments. Dans ce cadre-là, on avait fait une petite étude par un Obésien, M. Savronien, qui nous a bien aidé dès janvier pour lancer cette demande. Comme le dit Richard, tout est au début estimatif, puisqu'il y a un certain nombre de projets, dès lors qu'on dépasse un montant, on fait un appel d'offres. Et par ailleurs, on doit faire une étude thermique. C'est pour ça que tout est un peu, voilà, on vous informe très tôt dans le lancement du projet, parce qu'il y a déjà des choses qui vont être menées. Hein, les menuiseries, on va les changer quoi qu'il en soit, il n'y a pas de sujet en fait. Mais pour le reste, il y a une étude thermique aussi qui va être réalisée. On a déjà échangé avec la Chambre de commerce et l'Arsenal, et donc l'industrie. Et donc du coup, il y a d'autres choses qui vont être en cours, et notamment l'étude thermique qui va nous permettre de mesurer ce qu'il est bon de faire pour avoir un bâtiment le plus propre en fait, et énergétiquement, et en tout cas qui dépense le moins. Et il y a des choses aussi à faire au-delà des menuiseries, de l'isolation, etc. Et du coup, pour le moment, donc, la part de subvention que vous avez, c'est 150 000 €. C'est la première part qui a déjà été acceptée. Ce qu'on vous expliquera aussi dans le cadre de ce bulletin municipal, si vous voulez, c'est que dans les finances publiques, on ne peut rentrer dans le budget que ce qui nous a été notifié, c'est-à-dire qui a été validé. Dès lors qu'on fait des demandes de subvention, par exemple, on a fait des demandes de subvention en janvier, je vous l'ai expliqué, quand on a voté le budget, on n'avait pas de reçu de notification, donc dès lors qu'elle n'est pas notifiée, on fait en gros comme si elle n'existait pas, et donc on la passe autrement dans les comptes pour que ça soit équilibré. Donc là, il y a d'autres choses qu'on va demander, mais effectivement, si on fait une chaudière à granulés, si on change, pour changer la chaudière à fioul, enfin, selon le mode d'énergie, on va plus ou moins avoir des subventions. Et donc, on va les demander en fonction de... Voilà. Donc ça, ce qui est marqué là, c'est déjà, on est sûr d'avoir. Mais aussi, ça sera adapté. En fait, c'est un pourcentage, ça sera adapté avec le maximum, en fait. C'est en fonction des travaux qui seront réellement réalisés. Et il y a la subvention. Et il y a la subvention, en plus, dont on a parlé, qui avait été demandée avant. Mais voilà. Les travaux vont durer 4 mois et vont démarrer fin août. Alors, pendant que la fermeture de la mairie, on crée un local provisoire qui est dans la salle de dégrisement, c'est-à-dire l'aile droite quand vous êtes face à la mairie, pendant la durée des travaux pour lui mettre l'accueil. Précisons que la salle de dégrisement, c'est pendant la fête motive. Le reste de l'année, il n'est pas utilisé. On en a pas besoin. On sort de pas avoir besoin. L'appel d'offres est lancé, parce que les travaux vont débuter en août, Oui. mais il n'y a pas eu de réunion de la commission. On va très vite. Non, l'appel d'offres n'a pas été encore déposé. On finalise le dossier avec l'architecte cette semaine. Et en principe, l'appel d'offres va être mis en ligne semaine prochaine. D'ailleurs, on invite tous les Obésiens qui sont dans les travaux de bâtiment de bien suivre et vouloir répondre s'ils sont intéressés par ces travaux. Voilà. Après, la commission est consultée pour l'analyse des appels d'offres. Oui, mais pour l'instant, c'est... Sur cette partie-là, ce n'était pas nécessaire, mais sur la suite, effectivement. Oui. Il y a d'autres questions? Oui. Concernant les menuiseries et sachant, on va voir si évidemment on va réfléchir à pouvoir préserver le mieux possible la façade de la mairie et savoir en quoi vont être les menuiseries. J'espère pas en plus. Alors, vous allez avoir deux types de menuiseries. Sur toute la façade principale, c'est du bois. Elles restent à l'identique. Elles sont refaites à l'identique. La seule chose qui change, c'est qu'elles passent en double vitrage. Sur la façade côté place du Cluse, elles sont aussi en bois à l'identique. Par contre, sur la façade côté école et le retour de la... je ne sais pas comment elle s'appelle, ce petit truc, elles seront en aluminium. Et couleur grise, identique à celle du bois. Oui, il y a certains volets. Ils vont être faits. Monument historique, c'est pas qui fait là. Disons que oui, c'est un travail avec l'architecte des bâtiments de France. Ça change beaucoup avec eux. Parce que bon, une menuiserie en bois, c'est quand même nettement plus cher, et puis il y a l'entretien derrière. Et bon, il fallait garder quand même ce côté au niveau de la façade, des façades les plus visibles, je dirais. Et après, ils nous ont donné une petite
petite dérogation pour faire un peu plus simple sur les façades les moins visibles. Et d'ailleurs, je voudrais dire que Richard fait un travail énorme justement sur ce sujet-là, parce qu'on échange longuement avec les services monuments historiques de la DRAC, qui est la direction régionale des affaires culturelles, qui supervise en fait tout ce sujet-là, et donc autour de la préservation de notre patrimoine, sa protection, sa réhabilitation, et c'est beaucoup d'échanges que nous avons eus en finalement très peu de mois, que ce soit à distance où ils sont venus. On en a eu beaucoup pour la chapelle Saint-Nazaire. On en a beaucoup pour le château et tous les projets qu'on a autour du centre-ville. Et donc c'est beaucoup d'échanges, ils doivent encore venir, ils viennent régulièrement, on travaille main dans la main avec eux. C'est important de le noter parce qu'ils nous sont, je pense, très attachés aussi à notre village, et donc c'est important de bosser avec eux sur le long terme. Oui, en effet, parce que là, semaine prochaine, nous allons avoir une visite avec donc, les bâtiments de France pour redessiner les périmètres de protection des monuments classés, c'est-à-dire la chapelle Saint-Nazaire et le château. Au lieu d'avoir des cercles de 500 mètres en périphérie, on va réduire ces cercles parce qu'il y a des zones qui n'ont aucun intérêt, je dirais, architectural, mais par contre, il y a des cônes de vue qui sont à préserver sur Aubé, sur le château et tout ça. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pour... Donc il y a des périmètres par endroit qui vont être beaucoup plus étendus. Au lieu d'être 500 mètres, ça peut être 700, 800, 900. Il n'y a plus de limite là. On va préserver des cônes de vue. Et on va aussi inscrire donc dans le PLU, je dirais, des éléments de notre patrimoine de telle façon à les protéger, tels que les capitelles, des portails, des murs, des arbres qui sont remarquables. Il n'y en a pas énormément sur Aubé, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà, tout ce genre de choses. Il y a des bâtiments aujourd'hui qui représentent un intérêt, je dirais, architectural et qu'on va préserver aussi. Voilà, en gros, le travail. Merci Richard. Dernière question alors, Karen. Vu que vous parlez des capitelles, j'en profite d'une réflexion. Est-ce que vous avez l'idée de créer un petit plan de toutes les capitelles qui existent? Parce que quand on se balade, on tombe sur une capitelle, voilà. Ça existe déjà. Hein. Oui, ça existe déjà. Il y a besoin de mettre une mise à jour en fait. Parce que bon, il y a des capitelles qui existaient il y a quelques années en arrière, effectivement ça a été fait, mais malheureusement certaines n'existent plus. Et puis on en a découvert quelques-unes aussi. Puisqu'en fait, dans les broussaillements, ça a été fait. Oui, il existe un petit livre, tout à fait. Il sera mieux ou peu ou toujours, mais effectivement, il y a eu un travail qui a été fait par le passé. Je te rejoins. Oui. À propos des capitales, je rebondis sur ma question, c'est de savoir si c'est bien de les avoir déjà recensées, mais certaines sont en mauvais état et pourraient être un peu revalorisées. Est-ce que c'est prévu quelque part cette chose-là? Alors ça, après, c'est l'association des patrimoines d'Aubé qu'il faudrait plus contacter pour ça. Nous allons protéger, hein, c'est pas un classement, hein, c'est une protection que l'on fait au sein du PLU. Aujourd'hui, il n'y a rien vraiment qui protège tous ces éléments architecturaux. C'est pas comme un classement par les monuments historiques, hein, c'est quand même beaucoup plus light. Ça peut être défait au prochain PLU, mais ça peut être renforcé aussi. Là, on va commencer par mettre une protection, je dirais, relativement simple. Après, elle pourra être retravaillée, améliorée. Merci Richard. Juste, il y avait une question, Antoine, tu voulais je te dirai après. On va finir parce qu'on se laisse un ami, une dernière question. Bah déjà, on ne peut pas classer monument historique nous-mêmes, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. On va les protéger là aujourd'hui. On ne les classe pas, on les protège. Et donc, ça n'a pas du tout la même protection, je dirais. Merci Richard. Timing, on va changer de sujet, mais merci au travail qui est fait. Merci. Enfin, on peut aussi remercier tous les Aubésiens qui s'investissent. On a beaucoup d'Aubésiens aujourd'hui qui s'investissent via l'association, mais par ailleurs aussi, et c'est ultra important, voilà, que tout le monde se sente investi pour ce sujet-là, entre autres le patrimoine et sa préservation, les patrimoines et leur préservation. Du coup, je passe la parole sur le troisième sujet à Antoine qui va nous parler d'environnement. Merci, bonsoir à tous. Alors j'en profite pour donner des compléments d'information à deux questions qui ont été posées. Donc sur
Sur les murets en pierre et les capitelles, en fait, on a prévu, avec le groupe environnement, d'organiser un groupe projet avec une formatrice qui monte des murs en pierre, dont c'est le métier, et donc de faire des ateliers participatifs avec des Aubeziens qui voudront, par exemple, apprendre à monter des murets en pierre. Ça a déjà été fait par l'Association des patrimoines, on en a parlé, avec des enfants, avec une grande réussite. François Laverne était absolument ravi de l'expérience, les autres personnes qui étaient présentes aussi, un peu Alain Gagnard aussi qui est là. Mais voilà, l'idée c'est de le refaire avec des adultes pour à la fois réparer des murets de la mairie, pourquoi pas des capitales effectivement, et puis aussi que les gens qui viennent se forment et puissent ensuite entretenir leur propre muret en pierre sèche, puisqu'on en a beaucoup dans le village. Juste un deuxième point avant de venir à l'aspect environnement. Je t'ai entendu parler du PVC sur les menuiseries. Il faut faire attention parce que ça devient de plus en plus une idée reçue du fait que le PVC est pas bon pour l'environnement. En fait, en analyse de cycle de vie complète aujourd'hui, le PVC devient bien meilleur que le bois et parfois de l'aluminium. Donc tu vois, en fait, c'est pas si, quand c'est bien recyclé, etc., c'est parfois la solution la plus écologique. Mais bon, on en rediscutera si tu veux à l'apéro tout à l'heure. Je te donnerai les informations que j'ai en tout cas sur ce sujet-là. Bien, je vais vous parler de ce qui a été fait autour de l'environnement cette année. Alors, je vais évidemment pas être exhaustif, et puis je vais décider de focaliser sur certaines choses, mais vous pouvez évidemment poser des questions sur tout ce qui a été fait. Je précise qu'on fera, comme dans tous les groupes, on fera des petits documents qui résumeront un peu les travaux qui ont été faits. Vous avez le site internet aussi de la mairie, avec la commission environnement, où vous pourrez retrouver les groupes de travail, les documents, les choses qui ont été faites, les communications, etc. Et on essaye de faire ça pour toutes les commissions. Donc pour ce qui nous concerne, l'environnement, on a travaillé avec 6 groupes projets. Donc encore une fois, ces groupes projets sont composés d'élus et d'administrés. Il y en a un certain nombre dans la salle. Donc agriculture, déchets et débroussaillement, eau et assainissement, énergie, le groupe Jardinons nos rues, et puis un groupe sur les voies douces. Au total, donc tout ça, ça fait 22 personnes, dont 8 personnes qui sont élues, et donc 14 qui ne le sont pas. C'est à peu près mixte, moitié-moitié. Donc je vais vous parler en particulier de quelques sujets, mais encore une fois, si vous avez des questions sur l'ensemble de ces points-là, on est là pour vous y répondre, que ce soit moi ou les autres élus qui sont dans la salle. Donc, c'est bien la technologie. Voilà. Donc sur l'éclairage public, on a décidé de remplacer immédiatement toutes les ampoules de type ballon fluo ou halogène qui sont dans le village. Donc vous savez que dans le village, on a un certain nombre de points d'éclairage. Certains sont en LED, c'est à peu près une petite moitié du parc aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres qui sont de qualité plus ou moins bonne, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Donc vous avez des iodures, des machins, des trucs, des bidules. Et puis les pires de tous, c'est les halogènes et les ballons sodium. Les ballons sodium, c'est tellement mauvais qu'aujourd'hui, quand une ampoule pète, vous n'avez pas le droit de la remplacer. Hein, les stocks sont interdits, en fait. Donc nous, en fait, c'était déjà prévu dans le contrat de performance énergétique de la mandature précédente de changer l'ensemble de ce parc sur 5 ans. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de tout changer dès maintenant. C'est-à-dire que là, en juillet, vous allez voir un certain nombre de travaux qui vont être réalisés. Alors j'espère que ce sera fait en juillet, sinon ce sera un tout petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est prévu en juillet. Vous savez qu'il y a des problèmes d'approvisionnement un peu des matières premières. Donc tous ces ballons seront changés, seront remplacés par des ballons LED, par des ampoules LED. Hein, donc ce qui va à la fois diminuer les consommations et puis aussi être meilleur pour l'environnement, parce que ces ballons fluo, par exemple, c'est vraiment très mauvais. Je précise que, parce qu'on parle toujours un peu de finance quand on parle de ça, ça n'augmente pas ou très très peu le contrat de performance énergétique qui était prévu. Simplement, on fait tout cette année, mais en revanche, on a réussi à ventiler les dépenses sur plusieurs années, parce que ça nous permet en fait de toucher une subvention du syndicat mixte d'électrification du Gard, le SMEG, chaque année. En fait, on a 120 000 € de dépenses, et on va faire 4 fois 30 000, puisque à chaque fois qu'on atteint 30 000 €, on peut récupérer 6 000 € de subvention du SMEG. Si on avait fait qu'une seule dépense de 120 000, on aurait eu une fois 6 000 € de subvention. Et là, ça permet de multiplier par 4 le taux de subvention, encore une fois, en ventilant les dépenses. C'est un détail administratif, mais en pratique, ça fait quand même ça fait 18 000 € d'écart pour la commune à la fin. Donc, un autre point sur l'éclairage public, je vous ai mis une petite courbe juste pour, parce que quand même sinon j'aurais été malheureux de ne pas mettre de courbe. C'est juste pour vous dire que chaque nuit, quand les éclairages publics s'éclairent, vous avez un appel de puissance. Et en fait, l'abonnement qu'avait la mairie jusqu'à aujourd'hui, c'est la ligne rouge que vous avez tout en haut.
C'est-à-dire qu'on avait des abonnements qui étaient largement surdimensionnés par rapport à la puissance qu'on appelle aujourd'hui. Et comme vous le savez, si vous avez un abonnement électrique chez vous, et je vous le souhaite, si vous avez un abonnement 6 kg, 9 kg, 12 kg, 32 kg, c'est pas le même prix. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on consommait 6 kg, par exemple, on était abonné avec 12. Et donc, du coup, on payait un surcoût d'abonnement qui n'était absolument pas nécessaire. Donc, ce qu'on a fait comme travail avec Florence, qui est la fonctionnaire qui s'occupe de tous ces trucs-là, c'est qu'on a regardé poste par poste combien on compensait, combien on tirait. Il suffisait de regarder les relevés des compteurs Linky, et on a ajusté les puissances en mettant, vous voyez, en baissant le trait vert au bon endroit. Ce qui fait qu'on fait comme ça plusieurs milliers d'euros d'économie par an sans rien faire sur la consommation. C'est-à-dire que c'est uniquement sur les abonnements. Voilà. Donc c'est tout bête, mais c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'encore une fois, il en va des finances de la commune. Et puis, dernier sujet, on s'est en fait doté d'un nouveau système en fait, de mise en place des équipes des éclairages nocturnes, enfin des éclairages publics pour la nuit dans la commune, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut contrôler directement l'éclairage public. Dans le passé, quand on voulait mettre des éclairages pour un peu plus importants pendant les fêtes de Noël, quand on voulait faire des coupures certaines journées ou certains mois, vous savez qu'on a fait des expérimentations sur la coupure nocturne, qu'on voulait le remettre ensuite, que l'été on voudrait que par exemple pendant la fête ça soit allumé toute la nuit pour des raisons de sécurité, etc. À chaque fois, ça nécessite une intervention de la SPI, la société qui travaille pour nous, et ça nous coûtait entre 6 et 700 € hors taxe d'intervention, mais allumer, éteindre, etc. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi quelques milliers d'euros là-dedans pour être autonome, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un petit ordinateur sur lequel on pourra programmer nous-mêmes les éclairages nocturnes, et on n'aura plus besoin de faire intervenir la SPI à chaque fois. Et donc là encore, plus de confort pour nous, plus d'autonomie, et aussi des consommations qui sont réduites. Donc vous voyez que l'environnement, c'est pas toujours des dépenses supplémentaires. En l'occurrence, là, c'est vraiment, cette année, on a vraiment essayé de faire en sorte de diminuer tout ça. Il faut savoir que l'électricité, l'énergie, pour une commune comme Aubais, c'est entre 45 et 50 000 € par an, quand même. Hein. Donc quand on fait des économies de 4-5 000 €, bah, ça fait quand même 10%, c'est bien. Et on va essayer de continuer à faire comme ça pour pouvoir mettre cet argent ailleurs, bien entendu. Ok. Sujet suivant, les déchets des broussaillements. Donc vous en avez peut-être entendu parler hier, on a fait un magnifique Repair Café à Aubais qui s'est tenu dans le parc des Aubries. Donc je rends hommage à Madeleine Buquet qui est ici présente, qui a participé à l'organisation de ce Repair Café. Il y a eu beaucoup d'Aubésiens qui sont venus participer. Il y a aussi eu des gens de Montpellier, le Repair Café Montpellier qui nous a parrainés en fait pour venir un petit peu nous montrer comment ça marchait. Donc il y a eu plein d'objets qui ont été réparés. Mon vélo a été réparé, il y a eu un piano électrique, un sèche-cheveux, alors le sèche-cheveux c'est pas le mien. Il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu encore pardon, un aspirateur, une fontaine à chat, très important, la fontaine à chat. Enfin voilà, c'était très sympa, on s'est mis à l'ombre des platanes, on a eu 3 gouttes de pluie mais pas plus. Et il y a eu beaucoup de monde, voilà, les gens de Montpellier étaient très contents, ils nous ont envoyé les statistiques qui sont conformes à ce qu'ils font d'habitude. Et alors, ce Repair Café, il est particulier parce que, comme vous avez compris, c'était le premier. Et en fait, on espère, avec Angèle, le début d'une longue série dans la communauté de communes Rhône-Istres-Vidourle, parce qu'en fait, la compétence des déchets, normalement, est à la communauté de communes. Donc ça devrait être la communauté de communes qui organise ce type d'événement. Mais comme on vient seulement, jeudi dernier, n'est-ce pas, de voter le plan de prévention des déchets ménagers et assimilés, eh bien, on n'avait pas encore eu le temps, avec les fonctionnaires de la Comcom, de tout mettre en œuvre, etc. Et donc, nous, on a dit, on va tester à Aubais, on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche, la Comcom va reprendre le flambeau et organiser des Repair Cafés comme ça, un petit peu partout sur le territoire, à Vergès, à Cotognan, à Mus, etc. Donc, grâce à la réussite, et encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé de ce qui s'est passé hier, on aura certainement l'occasion de refaire des Repair Cafés à Aubais, mais aussi dans les villages alentours. Et c'est une bonne chose, puisqu'encore une fois, le but, c'est de passer un bon moment, de boire un café, de se connaître, mais aussi d'éviter des kilos de déchets qui ne sont pas partis en déchetterie. Hier, pour la petite histoire, il y a plus de 50 kilos de déchets qui n'ont pas été amenés en déchetterie grâce aux réparations qui ont eu lieu. Et notamment, la première machine, la machine Nespresso, une dame était allée la faire réparer elle-même, et le gars lui avait dit, vous pouvez l'acheter, vous la réparerez jamais. Elle est repartie, la machine fonctionnait. Voilà. Donc c'était bien. Et puis donc le débroussaillement, c'est aussi une chose importante qui est travaillée par ce groupe de travail, et là notamment c'est Jean-Claude Rome qui coordonne tout ça.
On va continuer à mettre en place des opérations de débroussaillement sur le village, puisqu'il faut absolument lutter contre le risque incendie. Et donc cette année, on va très probablement lancer une phase de travaux du côté du chemin de Junas, Mas du Juge, là-haut, là, en partant vers les collines vers Junas, puisque c'est en fait la zone du village qui est la plus exposée au feu sous Mistral, puisque quand le vent du nord souffle, ça nous amène le feu vers le village. Donc voilà, on est en train de faire les devis, on fera faire les travaux, et on fera attention à ce que le débroussaillement se fasse en respectant la réglementation, c'est-à-dire 3 mètres entre 2 arbres, et la gage jusqu'à 2 mètres. Mais évidemment, il ne s'agira pas de faire des coupes rases. Et donc, on sera attentif à ça. On a bien noté les points qui nous ont été remontés par les administrés. On sera attentif. Voilà. Mais bon, c'est important. Et puis, si vous avez évidemment des espaces verts chez vous, n'oubliez pas que c'est obligatoire. L'ONF surveille, la préfecture surveille. Et donc, le risque incendie, c'est pas drôle, c'est pas pour rire. Donc, voilà, si vous devez entretenir, vous savez, 10 mètres autour de la propriété, 50 mètres autour des murs de la maison, même si le terrain ne vous appartient pas. Bon, je vous renvoie vers Olivier Saleur pour toutes ces questions, si vous avez des précisions à demander. Dernier point, l'eau. L'eau, c'est notre bien commun. On a beaucoup parlé d'eau cette année dans le village. Je ne vais pas vous parler de tous les travaux, etc., parce que, bon, voilà, on en a déjà pas mal parlé lors de la réunion publique précédente. Encore une fois, si vous avez des questions, on est évidemment là pour vous répondre. Mais je vous ai mis quand même un graphique qui vient, enfin, un tableau, pardon, qui vient de l'EPTB Vistre. Vous voyez les précipitations, 1120 mm en 2018, 527 en 2019, 502 en 2020, et aujourd'hui en 2021, l'année n'est pas terminée, mais on est à 166 mm de pluie. Alors bon, il en est tombé 20 ces 24 dernières heures, certes, mais enfin, on n'est pas très bien. Les nappes sont à sec, ceux d'entre vous qui ont des puits le savent, il y a vraiment une sécheresse qui est déjà précoce, et donc voilà, on vous invite vraiment à faire très attention. Donc quelles sont les actions qui sont mises en œuvre par la commune? Le remplacement de cette fameuse canalisation de refoulement qui va permettre d'éviter les pertes, les réductions de pression, etc., et qui va régulariser l'accès à l'eau potable pour la commune. Le renouvellement progressif des réseaux, comme ça a déjà été fait par le passé, on continue ce programme de renouvellement. Il y a des travaux qui démarrent rue Mastroquet cette semaine. Et on vous recommande chaleureusement, c'est le cas de le dire, et bientôt ce sera une obligation vis-à-vis de la préfecture, d'arrêter d'arroser quotidiennement les pelouses avec de l'eau potable, de mettre en place des gouttes à gouttes si vous avez notamment des potagers, parce que c'est quand même une très bonne façon d'économiser l'eau, et puis de pailler. Vous savez qu'on met à disposition dans la commune du paillage qui est issu justement des débroussaillements, donc vous pouvez vous servir, il y en a encore après des ateliers municipaux, et c'est une très bonne façon de conserver un petit peu de fraîcheur et donc d'empêcher que l'eau d'arrosage s'évapore. Quoi qu'il en soit, j'en ai discuté avec les policiers municipaux qui font des petits tours dans le village un petit peu, et ils nous disent que de plus en plus d'Aubésiens font des efforts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui de la rareté qu'est l'eau aujourd'hui, de la difficulté qu'on peut avoir à gérer toute cette ressource, et donc de plus en plus de gens utilisent des pelouses qui ont besoin de moins d'arrosage, font des potagers avec du goutte à goutte, etc. Donc c'est vraiment super. Voilà, Olivier continue à faire son petit tour et à nous dire, il fera de la pédagogie, quand il verra des arrosages en plein mois d'août, il sonnera à la porte. Et puis dans un deuxième temps, peut-être qu'on sera obligé de sévir si la préfecture nous le demande, et puis de toute façon pour faire simplement respecter la loi. Mais en tout cas, il y a du mieux, c'est notable, donc tant mieux. Merci beaucoup à tous, et puis je suis disponible pour vos questions si vous en avez. Sur l'eau, parce que comme on a eu déjà un arrêté préfectoral de l'arrosage, mais moi ce que je veux savoir, parce que j'ai entendu les nappes sont à sec, je veux savoir quelle est la réalité des choses. Est-ce que les nappes sont vraiment à sec, ou est-ce qu'il y a toujours de l'eau dans les nappes? Parce que si la réponse est oui, bon, il n'y a pas de problème, on peut s'alimenter en eau. Si la réponse est non, il y a un vrai problème. Sauf qu'on ne sait pas. On n'a pas d'éléments tangibles, chiffrés, pour savoir si les nappes au niveau du captage sont à sec. Par quoi sont-elles alimentées? Sont-elles alimentées par l'eau de pluie? Sont-elles alimentées par du jour? J'aimerais savoir. Parce qu'on a tout un tas d'arrêtés préfectoraux qui nous limitent dans nos libertés, d'accord. Mais encore faut-il que ces arrêtés préfectoraux soient assis sur une réalité. Moi, je voudrais savoir quelle est cette réalité.
Alors, bon, moi je travaille pas à la préfecture, mais par contre, je peux vous dire que les arrêtés préfectoraux, ils sont pas pris au doigt mouillé, c'est-à-dire que c'est fait avec des études quand même. Il y a des hydrogéologues qui sont derrière et qui effectivement quantifient l'état des nappes. Oui, non mais on parle de l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral, il est par secteur. Il n'est pas par département d'ailleurs. Vous savez que c'est par bassin versant que ça se prend. Hein, puisqu'en fait, les analyses, elles partent du principe que si sur un bassin versant, il y a une sécheresse à un endroit, il y en a probablement à l'autre, puisque justement, l'eau s'écoule de la même façon, de façon homogène. C'est une hypothèse qui est faite, en tout cas, dans le bassin versant. Donc, oui, c'est fait sérieusement, si c'est ça la question. Après, moi, je ne suis pas allé mesurer directement au forage de savoir exactement à quel niveau est la nappe, mais on pourrait très bien le faire. On pourrait demander à la SOR de nous faire le retour. Ce qu'on peut vous dire, c'est que dans le village, encore une fois, cette année, on a eu, je pense à Franck Patus par exemple, des gens qui nous ont dit cette année, le puits était à sec pour la première fois depuis, il l'avait peut-être jamais vu. Quoi. En complément, effectivement, nous, vraiment de manière concrète dans le village, on a des gens qui n'ont pas l'eau de la ville, hein. Donc on va s'efforcer de la mener comme on l'a fait au Mas-Saint-Jean, où on a quand même mis 11 nouveaux compteurs, où les gens l'attendaient avec impatience, où ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas l'eau. Et aujourd'hui, concrètement, en plus, on a pas très loin d'ici, juste en contrebas, on est intervenu avec les pompiers la semaine dernière pour remplir un puits qui était à sec. Donc on a bien des administrés qui n'ont plus d'eau, donc il y a quand même, là on se dit, bon, c'est pas qu'une simple théorie, il y a bien quelque chose qui se passe. Donc, quand on discute effectivement avec les foreurs, ils nous disent en gros, par rapport à 30 ans, on trouve l'eau 20 mètres plus bas, ça c'est une réalité. Et en ce qui concerne la réserve en eau d'OB, hein, je veux dire, on est plutôt bon pour l'instant, je veux dire, parce qu'on a une hydrogéologue qui travaille dessus depuis maintenant quelques mois, qui a fait des études, qui nous dit, bon, votre réserve, elle est bonne, par contre, effectivement, il faut quand même faire attention pour la préserver. Parce que quand on voit que nos administrés qui sont pas très loin n'ont plus d'eau dans leur puits, on peut se poser des questions. Quoi. Et après, effectivement, on n'est pas ingénieur hydrologue et on leur fait confiance, il va falloir qu'ils nous donnent des éléments. Mais c'est vrai que la nappe d'Aubé, qui est d'ailleurs qui va jusqu'à Castries, hein, cette nappe est considérée comme étant plutôt favorable. On n'est pas classé par l'agence de l'eau dans les communes qui sont les plus... C'est pas une raison pour autant pour... voilà, on est bien d'accord. Ouais. On a une autre question là-bas à côté. Change pas. Les droits mouillés des préfets changent selon les départements. L'année dernière, les droits mouillés dans les gares faisaient que le bassin versant du Libourg et restriction. Alors que le bassin pour le préfet de l'Hérault, le bassin en fait, simplement, là, entre... Oui, c'est le même vide, mais justement, les nappes sont de part et d'autre du vide, donc c'est pas forcément le même état. Bon, mais en tout cas, je connais ni le doigt mouillé du préfet du Gard, ni celui du préfet de... Le préfet du Gard a changé. Donc, c'est une préfète, on va pas parler de ses doigts. Donc, d'abord, il y en a une là. Moi, j'ai une question sur l'éclairage. Je voudrais revenir sur l'expérimentation que vous avez faite de la nuit. Je trouvais ça super bien. Je ne sais pas si c'est qui aurait la nuit ou qui a besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire et faire des économies? Oui, alors merci pour la question. Donc c'est bien pour ça qu'on a fait tous ces travaux. Et en fait, plus précisément, donc ça a été étudié, on sait combien on va gagner en coupant quelques heures la nuit, etc. On a aussi été sensible aux gens qui nous ont dit qu'il ne fallait pas couper trop tôt, donc on va commencer un petit peu plus tard que ce qui avait été fait. Et surtout, en fait, la raison pour laquelle on n'a pas pu le faire avant, c'est qu'il fallait isoler certains poteaux pour des raisons de sécurité sur le Cluse, devant la mairie, aux écoles, là où, à un endroit où il y a des caméras de sécurité. Parce qu'en fait, là, on a besoin d'éclairage pour ces raisons-là. Donc, ça a été fait. En fait, maintenant, on va pouvoir isoler ces choses-là et donc, du coup, couper ailleurs. Parce que sinon, on était obligé d'avoir tout le centre du village qui était allumé. Donc, ça a été... Ou éteint, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça a été anticipé et ça fait partie des choses qui vont pouvoir être mises en place probablement après les fêtes, après la fête du 15 août. Une autre question? Alors moi je voulais revenir sur l'eau, peut-être faudrait-il contrôler, je ne sais pas si vous pouvez le faire, les forages privés, quoi. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ou non? Alors il y a eu un recensement qui a été fait par le policier municipal et qui continue d'ailleurs, puisqu'en fait effectivement il faut recenser, il faut déclarer les forages, hein, clairement. Hein.
Et ça permet justement... Il faut déclarer, mais est-ce qu'ils sont contrôlés après? Alors après, ça dépend. La partie agricole, il y a des compteurs là-dessus. La DDTM demande des relevés. Donc les personnes qui sont agriculteurs et qui utilisent, même la mairie, on a un compteur, on a un forage au stade, donc ils nous ont demandé cette année d'avoir le relevé, de mettre un compteur. On saura combien d'eau on tire dans la ressource. Donc c'est pas demandé pour les particuliers pour l'instant, c'est demandé que pour les agriculteurs. Je pense que c'est un problème. Après ça c'est la réglementation, mais ça va certainement changer. De toute façon, ça va sévir de plus en plus. Ça c'est sûr et certain. Il faut voir qu'il y a d'autres communes qui sont, si on prend Montbio ou quoi que ce soit, il est complètement interdit de forer aujourd'hui, parce qu'il y a de l'eau saumâtre qui remonte, donc il faut des autorisations. Ces autorisations seront données par l'ARS ou par la DDTM. Aujourd'hui, on n'en est pas là, si ce n'est que dans des périmètres de sécurité proches du forage, où là, il faut quand même l'autorisation de la DDTM pour pouvoir forer. Les administrés qui ont des forages doivent le déclarer. S'ils ne le font pas, eh bien, on finit par le savoir de toute façon. Et nous, l'intérêt, c'est pas pour fliquer, c'est pas ça le but du jeu. C'est d'avoir une cartographie d'OB, de se dire à un moment donné, on sait qu'il y a des forages là. Et ça nous permet d'avoir une idée de la quantité d'eau qui est disponible. Que quand il y a des gens qui nous disent, eh bien oui, vous avez le forage, mon puits est à sec, eh bien, on essaie de comprendre pourquoi. C'est pas pour dire, t'as pas le droit ou t'as le droit, c'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir contrôler. Et après, effectivement, comme dit Antoine, il faut que tout le monde soit raisonnable. Et aujourd'hui, je veux dire, le réchauffement climatique, c'est plus une idée d'esprit. Je veux dire, on est tous conscients, ça ne fait plus rien personne. Je veux dire, il faut voir, il montrait tout à l'heure la pluviométrie, elle est quand même beaucoup plus basse qu'il y a quelques années. Vous avez vu le stade, on est souvent allumé par ça, par les fouteux qui nous disent « Ah, ton stade, il est jaune, il est dégueulasse ». Alors bon, j'ai proposé qu'on le peigne en vert, mais... mais bon, c'est compliqué tout ça. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour l'avenir. Et la ressource en eau, c'est un vrai souci pour notre commune, ça c'est sûr. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Est-ce que les lavoirs ne plus déjà? Oui, on a des soucis cette année. On a, encore une fois, on a des puits qui n'étaient pas secs depuis des années qui le sont. On a le lavoir qui ne coule plus. Alors il faut regarder est-ce qu'il est bouché, pas bouché, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi il faut regarder l'entretien. En tout cas, là où il y avait de l'eau, il y en a plus. Et là, c'est inquiétant. Madame? Alors, vous avez dit que justement, le quartier de Lunas, sur l'ancienne partie de la ville, j'habite là-bas, je habite là-bas parce que je suis encore dans la ville. Et comme vous parlez de broussaillement tout à l'heure, j'aimerais savoir si le broussaillement de chevauchement, et bien sûr, si ce n'est pas le cas, pourquoi la zone va changer dans ce secteur-là, pourquoi nous ne sommes plus dans la zone naturelle, et quels autres projets officiellement dans les zones. Alors, juste sur le débroussaillement, ce que j'ai dit tout à l'heure, après je te laisse compléter, Angèle. Le débroussaillement, c'est juste se mettre en conformité avec la loi par rapport à la lutte contre les feux de forêt. Donc il faut éviter les broussailles qui sont hautes, il faut éviter que les arbres soient trop près les uns des autres, et il faut éviter que les arbres ne soient pas élagués. Donc on enlève les buissons, on les entretient ou on les coupe, on sépare les arbres d'au moins 3 mètres en gardant plutôt les essences nobles comme le chêne, et puis s'il faut éliminer des sapins, je finis, puis après Et ensuite, on élague jusqu'à 2 mètres, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, sur le changement de zone, je ne sais pas quelle est votre source. Parce que la source, elle est de votre part, justement, ah bon? des éclaircissements. Moi, j'ai dit qu'on allait changer la zone là-bas. Eh bien, c'est déjà une participation au début de 2019. Moi, en 2019, je n'étais pas là, c'était anciennement de nature. Pas encore la session, mais le projet continue. Juste ce que je veux savoir, c'est qu'il y a Il n'y a pas de projet qui continue. Il y a dans cette zone-là un terrain qui a été mis en 2019, qui a changé de destination. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Enfin, il n'est pas prévu de changer de destination. Par la suite, aujourd'hui, dans ce que nous, l'équipe, on essaie de mettre en place, il n'est pas question... Pardon? Non, mais elle n'est pas déclassée. La zone est en zone N, le restaurant en zone N. Un restaurant en zone N. Actuellement, elle est en naturel, mais c'est classé, bois classé, elle va version naturelle, tout bon. C'est pourquoi on va s'attaquer à du boisé pour la déclasser. Alors, moi, si tu veux, je peux donner un élément là-dessus. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, les EBC, les espaces boisés classés, c'est une protection supplémentaire, en plus de la zone naturelle, pour empêcher que des grands arbres, des beaux arbres soient abîmés. Donc on utilise le boisé classé à Versailles, sur les grands platanes, le bord des routes en Provence, etc., pour vraiment protéger ces arbres. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs que les arbres du parc des Aubry, par exemple, soient en zone boisé classé, même si ce n'est pas tellement nécessaire.
Mais il faut savoir qu'avoir des espaces boisés classés, ça donne aussi des contraintes. Je vous parlais tout à l'heure des travaux de débroussaillement qu'on va faire sur le chemin du Mas du Juge. On va être obligé de demander des autorisations préfectorales pour certaines parcelles parce qu'elles sont en boisé classé, alors que les arbres n'ont aucun intérêt, mais simplement parce qu'il y a eu une surprotection qui a été faite sur ces zones. Alors qu'en zone N, on pourrait très bien faire l'entretien de façon normale, et évidemment, en zone N, on n'a pas le droit de construire, si c'est ça qui vous fait peur. C'est pas en zone N, au prochain mandat, de zone N, c'est pas... Mais ça, c'est un procès d'intention. Je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas question de passer des zones N en zone constructive. C'est tout. C'est tout. Il y a quand même une idée de déclaration. Mais non. Pas du tout. Non, c'est juste. Non, il ne faut pas confondre. C'est important, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. C'est juste retirer le tampon boisé classé, mais ça reste en zone naturelle, c'est pas déclassé. D'accord? Donc les espaces boisés classés, encore une fois, on vous mettra en contact avec le bureau qui nous accompagne sur l'histoire du PLU, et puis il y a un certain nombre d'Aubésiens qui participent au groupe projet qui pourront vous le dire. On a un nombre d'espaces boisés classés à Aubé aujourd'hui qui est 4 à 5 fois supérieur à la norme. Il y a des incohérences en fait dans l'urbanisme, donc on va juste régler ça, c'est tout. Mais il ne s'agit pas, c'est pas parce qu'on passe des garrigues qui étaient boisés classés et qu'on déclasse pour pouvoir faire venir des chèvres et faire de l'entretien comme on va le faire cette année, c'est pas pour ça qu'on va y construire 3 HLM, pas du tout, ne vous inquiétez pas, la zone N, c'est N, c'est simple. Absolument pas. Non. Tout ça encore, c'est un procès d'intention. Bon, je comprends que ça... Non, mais si, c'est un procès d'intention. Donc après, c'est pas la peine de véhiculer des choses comme ça. Si tu veux venir, tu as une commission du PLU et tu verras avec le cabinet qui est en charge et t'expliquera ça. On est suffisamment transparent, on vous reçoit s'il faut vous recevoir. On a reçu, moi, depuis le début de ce mandat, moi-même et les élus, on a reçu plus de 100 administrés. Donc après, on vous reçoit, la porte est ouverte, il n'y a rien de caché, c'est pas la peine d'essayer de faire croire à des choses qui n'existent pas et qui ne vont pas exister. Alors après, dans 50 ans, je ne sais pas ce qui se passera. Hein. Le village a beaucoup évolué. Je veux dire, quand tu es venu dans la zone en question, elle était aussi, à l'époque, oui, non mais bien avant, c'était aussi un bois classé ou je ne sais quoi. Non mais que tu aies peur parce que tu ne veux pas de bois, chez toi, je comprends. Mais c'est pas le... Voilà. Les gens qui viennent à Aubès parce qu'il y a des bois. Parce que maintenant, il y a quelque chose dans le bois classé. Ouais, je suis pas sûr qu'il y a même qui coupe le bois. Honnêtement, si les gens qui viennent à Aubé, on leur dit qu'on veut laisser passer de EBC à zone naturelle et que ça va pas les empêcher de venir. En tout cas, il ne faut pas faire de procès d'intention. Ce que je veux te dire, c'est que le prochain mandat, on n'y est pas. Écoute-moi jusqu'au bout. Le PLU, il n'est pas fait non plus. On est dans les premières réunions de concertation, etc. Oui, mais c'est pour ça qu'on en parle. Mais je veux dire, il y a des gens qui travaillent dans ces groupes-là depuis un moment. Il faut respecter ça. Donc, bon, voilà. Les problèmes... L'important, c'est de pouvoir en parler au préalable. Parce que finalement, ce soir, on ne parle que de projet imminent. Non, mais il y a des commissions pour ça, vous pouvez vous exprimer. Il faut commencer à en parler dès le départ. Parce qu'en gros, on sait vers quoi ça peut tendre. On pense que ça peut tendre. Oui, voilà, parce qu'on sait, franchement, moi je sais rien. Alors après. Non, après, nous, comme je l'ai déjà dit, les élus, on travaille pour l'intérêt général, on ne fait pas de clientélisme. Et derrière, effectivement, il y a des projets. Alors après, effectivement, il y avait un terrain, il y avait des vies constructibles. Voilà, après, aujourd'hui, la zone aujourd'hui, il n'est pas question, et je ne trahis pas de secret, il n'est pas question, parce qu'en fait, dans un PLU, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que, évidemment, il y a des secteurs qui aujourd'hui vont être peut-être urbanisés comme ce seuil. Il faut savoir quand même que ce doit être validé aussi par la préfecture et tous les services de l'État. Mais on ne doit pas le divulguer, mais en tout cas, sur cette zone-là, c'est clair qu'il n'est pas question de changer la classification qui est aujourd'hui en N. Et encore une fois, encore une fois, tout est à faire, donc c'est bien que vous exprimiez aussi ces choses-là. Mais rassurez-vous, la préfecture est très vigilante, et je peux même vous dire, sans non plus dévoiler beaucoup de secrets, qu'ils vont plutôt nous demander de réduire que d'étendre. Hein, on n'a pas encore... Voilà. Donc on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Richard, je pense qu'il y aura une réunion publique qui sera organisée spécialement avec le cabinet, etc. Vous aurez l'occasion de vous exprimer. Moi, j'entends tout à fait ça. On n'est pas venu là pour avoir... mais bien sûr, bien sûr. Et en même temps, vous connaissez les règles de l'État. Moi, je
suis désolé de prendre mon exemple, mais j'ai un terrain qui est juste derrière chez moi, qui est magnifique, et ben, qui vient d'être vendu. Il faut bien que les gens viennent habiter aussi, et il faut pour ça densifier. Donc il y a des terrains qui sont constructibles, ils sont achetés, ils sont construits, ben voilà, c'est la vie. C'est la vie. Mais construire aujourd'hui sur une parcelle naturelle, ou boisée classée ou pas, c'est strictement interdit. Et ça ne se fera pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière? J'ai appris des problèmes la mairie avait changé de fournisseur d'électricité et est passé de EDF à Enercop. Et je voulais juste dire que c'est dommage qu'on ne sache pas plus officiellement. Ben voilà. Bon, tu vois, j'aurais dû le mettre dans le point, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà, la commune a décidé de changer de fournisseur d'électricité pour le bâtiment de la mairie et l'école. Et donc aujourd'hui, le bâtiment de la mairie et l'école sont alimentés grâce à Enercop, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif. Donc ça veut dire qu'en gros, symboliquement, l'électricité qui est produite dans le bas du village, elle sert ailleurs dans le... Et je vous précise que sur les 45 000 euros dont je vous parlais tout à l'heure pour l'ensemble des tarifs d'électricité de la mairie, c'est à peu près 300 euros. 300 euros sur 45 000, donc ça ne va pas nous coûter très très cher. Et alors non seulement on sera client d'Enercop, mais on va même être sociétaire, c'est-à-dire que la mairie a pris 3 parts et donc va pouvoir siéger au conseil d'administration de Enercop Languedoc-Roussillon et donc participer aux négociations sur les tarifs d'électricité, etc. Ce qui est une très bonne chose. Vous avez compris que c'était une volonté politique aussi, puis c'était un symbole de dire effectivement on a un parc photovoltaïque où on produit de l'énergie verte et aussi on la consomme sur le village. Alors après on ne pouvait pas faire tout le village parce que le coût était beaucoup plus élevé, parce qu'il faut bien reconnaître que l'électron vert, il coûte plus cher. Non, mais ça avait été dit, hein, ça a été dit, oui. Ça a été dit sur le... Oui, ça a été dit sur le site internet et sur Facebook, mais c'est vrai qu'on a tendance à pas sortir suffisamment de Facebook et du site internet. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, merci. Et donc nous allons passer au dernier sujet avec Mireille concernant la culture et les festivités, dans la mesure du possible. Vous pouvez répondre. Alors les festivités à Aubé, elles ont déjà démarré, puisque nous avons les jeudis de mai depuis le 17 juin. Nous avons eu une pièce de théâtre avec la compagnie Mungo derrière le château, côté ouest, je dirais. Nous avons eu la fête de la musique dans le parc, avec une chanteuse du village, avec Miguel Sol, avec Meeting, avec Between Buddy, voilà. Et une exposition au Moulin de Carrière avec les tableaux de Marie-Désy Boisson, les poteries de Catherine Bonneau-Bigon et les créations luminaires de Florence Portefeuille. Et nous avons eu 150 visiteurs quand même sur 4 week-ends. Donc nous allons continuer la saison avec le 13 juillet, la fête nationale, que nous allons fêter conjointement avec la mairie de Villetel sur les berges du Vidourle. Donc il y aura le groupe Elix qui animera la soirée. Il y aura une restauration avec Festivoc et Aubé Plage, la buvette par notre cafetier local, une retraite au flambeau qui partira du parking du Moulin jusqu'à la Guinguette. Et, voilà, et les feux seront tirés vers 22h30. Il y aura des navettes aussi. Hein. Voilà, grâce à la communauté de communes, nous allons avoir des navettes qui nous conduiront de la place du Générus jusqu'au Moulin. Ce sera vers 19h30 et 21h30 pour les départs et 2 retours, un après les feux et un après le bal. Voilà pour la soirée du 14 juillet. Ensuite, nous avons projeté un concert symphonique sur la place du château avec le Nonetto Jubilozzo. C'est un ensemble instrumental de 9 musiciens issus de grandes structures musicales, de l'École supérieure de Toulouse et de l'Orchestre national de Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc ils vont interpréter du classique, du romantique, du Bizet ou des
valses Strauss. Voilà, c'est assez varié comme répertoire. Le billet sera à 8 €, la billetterie se fera sur place à 20h30 et nous avons équipé la régie d'un terminal bancaire de paiement. Par conséquent, nous vous invitons à privilégier le paiement par carte bancaire, ce qui est quand même plus facile pour la trésorerie. Et en sachant qu'on n'a plus le droit, d'encaisser de l'espèce. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a un terminal bancaire. Donc, voilà, donc j'espère que vous serez très nombreux pour cette belle soirée. Et ensuite, nous aurons la fête votive. La fête votive, cette année encore, ne sera pas comme à l'accoutumée. Trop d'incertitudes qui rendent l'organisation très complexe. Nous avons eu un dernier décret le 30 juin du ministère et qui a été, d'après l'interprétation de l'Association des maires de France, ne nous éclaire pas plus que ça sur les nouvelles, sur les modifications des contraintes sanitaires. Les préfets, quoi qu'il en soit, se gardent la possibilité, en fonction des circonstances locales, d'interdire un rassemblement ou une manifestation. Donc pour le mois d'août, on ne peut pas savoir ce qu'il en sera. Dans ce contexte, nous avons quand même rencontré le nouveau bureau du Club Taurin, qui sont très motivés et qui proposaient d'organiser les 5 courses de taureaux traditionnelles sur le plan Gobet, donc du 8 au 14 août. Nous avons donc convenu de mettre en place un plan taurin, notre plan taurin, et d'installer les théâtres pour pouvoir réaliser ce festival de course camarguaise et notre course du 15 août qui est traditionnellement organisée par la mairie. Concernant les abrivado et bandido, la Fédération des manadiers préconise la réalisation de parcours dits ouverts, c'est-à-dire sans barrière, afin d'éviter le contact entre chaque personne. Et il préconise également la réalisation de longues, c'est-à-dire des abrivades sur plusieurs kilomètres, et ce qui évite aussi les rassemblements de personnes et permettent à de nombreuses personnes d'assister tout en respectant les distanciations sociales. Voilà, donc nous allons essayer de mettre tout en œuvre pour proposer ce style d'abrivado pendant la fête. Pour l'instant, c'est tout ce que nous avons dessus. Concernant les animations musicales, rien n'est encore bien défini. Donc on attend toujours l'interprétation du décret ministériel, sachant que Madame la préfète vient de resserrer les contraintes, puisque le masque maintenant est obligatoire sur les marchés, concerts, festivals jusqu'au 19 juillet. Bon, voilà, donc pour la fête, c'est encore un peu... Enfin, on y travaille, on essaie de voir ce qu'on peut faire, mais... Clairement, c'est compliqué. Bon, ça, vous le savez, c'est pas nouveau. On a une année 2020 qui était c'était compliqué. 21, on nous dit vaccinez-vous, sortez, c'est bon. Puis finalement, on voit qu'il y a d'autres variants qui arrivent. L'État ne veut pas non plus prendre de risques, les préfets non plus. Donc, sur la fête d'Aubé, ce qui a été retenu, c'est qu'on va monter le plan, on va faire du taureau, puisque ça c'est important aussi, pour nos traditions, pour notre culture. Il y a très peu de chances qu'il y ait des balles. Je veux dire, je le dis ici ce soir, mais très sincèrement, le CUS ne sera pas ouvert comme d'habitude, il n'y aura certainement pas de balles. Les préfets ne souhaitent pas qu'il y ait des comptoirs qui soient à l'extérieur pendant les fêtes votives, donc il y a très peu de chances que... Voilà, donc, je veux dire, je ne vais pas vous mentir et faire rêver. Je suis un peu pessimiste, mais vu ce qui se passe et vu comment ça va arriver, je pense qu'on va encore avoir une fête à demi-teinte. Bon, il y aura des taureaux, ça c'est important. Et puis on va voir la semaine prochaine les acteurs principaux de la fête, notamment le cafetier, les associations qui participent, comme le Club Taurin. Et on va essayer de faire un programme assez intéressant. Bon, à côté de ça, on a fait les jeudis d'Aubé, comme vous l'avez vu. Donc là, on est dans un parc qui est fermé, où on peut contrôler théoriquement les entrées et les sorties. Bien théoriquement, on ne va pas se mentir. Et là où on a eu un peu de nez, c'est qu'on a aussi... on a dit, tiens, ça serait intéressant de faire à Viltel, parce que c'est vrai que le cadre est joli, là-bas en moulin, au bord du Lido, de faire ce feu d'artifice. D'autant plus qu'on l'a pas fait l'année dernière, donc en mutualisant les sommes des deux communes, je pense que ça va bien péter. Quoi. Ça, c'est le but du jeu. Et finalement, on a eu du nez parce que la préfète a interdit les feux d'artifice dans les villages pour des raisons
cause de la sécheresse, etc. Et d'ailleurs, le maire de Galargues était un peu vénère, puisqu'il va faire lui aussi son feu d'artifice au bord du Vidrol. Parce que j'ai dit, fais comme nous, mais au bord du Vidrol. Voilà. Donc bon, vous voyez, c'est compliqué, c'est pas facile, on essaie de faire ce qu'on peut. Je veux dire, la commission, encore une fois, avec Mireille et Cyprien, qui sont les responsables de cette commission, ils essaient de faire au maximum. Mais je dirais, on va, en avançant, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, on va peut-être essayer de s'adapter. Et il y aura peut-être des modifications, et ce qui est vrai aujourd'hui, pas forcément vrai demain. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Y a-t-il des questions? Je voulais juste rajouter, pour la rentrée, on prévoit une soirée ciné. Ce sera le 4 septembre sur la place du Château. Et bien sûr, les journées du patrimoine qui auront la même configuration, très certainement que l'année dernière. Voilà, c'était tout. Le concert le 31 juillet, je crois, c'est ça, hein, oui, le concert. 31 juillet, oui, sur la place du Château. 8 €, je crois, c'est ça, hein? Oui, 8 €. Hein, c'était payant 8 €. Hein? 8 €. Oui, oui, il me semble. Hein. Gratuit pour les moins de 15 ans, accompagnés. D'accord, donc ça sera sur Internet. On peut s'inscrire. Non, ce sera billetterie le jour même sur place. À 20h30 directement. Oui. D'accord. Ouais. Ça viendra, très bientôt, jusqu'à ce matin. On avance, ça viendra. Oui, billet à la mairie et billet sur place. Comme d'habitude d'ailleurs, hein. C'était comme ça auparavant. Hein. Il n'y a pas de questions. Tu veux monter du taureau, tout va bien. Ça n'a pas un rapport avec la culture et festivité, mais je oui. voulais savoir où en était la fibre sur la commune. La fibre. Alors attends, oui. D'accord, on prend votre question. Merci. Il y a plus de questions sur celui-là pour remercier Mireille. Et du coup, pour passer à notre dernière session de questions-réponses, du coup générale à laquelle on pourra vous répondre, avant de se réunir pour un verre. Donc du coup, première question, donc c'est la question de la fibre. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question-là, Antoine ? Non, moi je suis désolé, j'ai pas préparé ça. Alors c'est le département qui installe. Je sais qu'il y a de plus en plus d'administrés qui sont connectés et connectables. Après, ça dépend aussi des opérateurs. Si vous êtes chez Free, ça va prendre plus de temps, etc. Mais dans les détails, moi j'ai pas plus d'infos. Alors la question c'est quoi exactement? Si vous n'arrivez pas à avoir la fibre ou c'est que... C'est pas ça, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce qui peut se connecter, si ça marche bien, s'il y a des ruptures, s'il y a pas... Alors aujourd'hui... Il y a tout qui sont faire sur le net à propos de la fibre. Oui, c'est vrai. On va savoir si on regarde le réseau ancien par sécurité ou si on s'abonne à la fibre parce que c'est viable. Alors, normalement, de ce qu'on sait au niveau de l'État, c'est que à terme, alors ça c'est un peu long, en 2035, ils vont enlever tout l'ancien réseau. Ils vont tout démonter, etc. Donc, bien sûr, il vaut mieux que la fibre fonctionne correctement. Alors aujourd'hui, je veux dire, les grands travaux ont été finis, mais on voit encore des travaux dans le village, on les voit. Hein. Donc il y a des endroits où ça ne marche pas bien. En plus, en fonction des opérateurs, ils se font un petit peu la guéguerre, ils se font des sales coups. Il y en a un qui débranche Orange pour brancher Free ou je ne sais quoi. Donc vous avez un abonné qui est sur Orange, enfin on a des soucis comme ça assez réguliers. Donc c'est pas tout à fait... Alors, nous, on est de retour, on a des personnes, heureusement, assez minimes, je veux dire, c'est un pourcentage assez faible de gens qui ont des problèmes avec la fibre, avec la connexion, et on a quand même un grand retour, les gens sont quand même très contents. Alors après, c'est vrai que ça dépend des opérateurs. C'est vrai qu'Orange sur la commune est bien placé, historiquement, et bon, d'autres opérateurs, c'est un peu plus compliqué. Oui, et puis il y a SFR avec Orange qui a une exclusivité pendant un certain temps. Et en fait, je n'avais pas compris votre question, alors du coup, je peux y répondre peut-être un tout petit peu plus. C'est vrai qu'on a un certain nombre de gens qui sont connectés. Alain, qui est là derrière, au local d'HWMTV, il a fait des tests, ça marche super bien. Il y a des gains de plus de 100 fois. Hein, donc, quand ça marche bien. Le problème, c'est que la fibre, c'est extrêmement sensible. Si c'est mal installé, ça peut beaucoup moins bien marcher. Et en particulier, quand le faisceau est cassé, il n'y a plus de connexion. C'est pas comme avec les fils de cuivre où ça marchote, etc. Et donc, du coup, c'est très fragile. Donc, si vous le faites installer, d'abord, c'est à vos risques et périls. C'est pas la commune qui est responsable. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut bien surveiller les installations, bien veiller à ce que ce soit bien fait, etc. Et Angélique me disait que du côté du quartier du Stade aussi, on a des administrés qui se la sont fait installer et ça marche très bien. Donc voilà, il faut juste être très vigilant sur l'installation.
Mais bon, comme toute nouvelle technologie qui arrive, effectivement, il y a un temps d'intégration, c'est un peu compliqué. On l'a vu nous, hein, avec, quand ils ont fait les travaux, on a eu des soucis, on les a suivis. Bon, on espère que ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à l'apéro? Oui, Thierry. Vas-y Antoine. Alors, je vais aussi laisser le micro à Angélique parce qu'on a une double compétence là-dessus. Il y a en gros, la compétence est à la communauté de communes, avec en plus des aides du département. Vous avez sans doute entendu parler des aides du département sur les voies douces. Et puis en plus, nous, dans le village, c'est un sujet qui est important, sur lequel on s'était engagé pendant la campagne, et donc qu'on travaille aussi à l'échelle de la commune, même si ce n'est pas dans les compétences pour l'instant. Alors, vous savez que Angèle en a parlé tout à l'heure, on a connecté quelques administrés entre le Mas Saint-Jean et Garrigouille, donc on en a profité pour mettre un bicouche, et donc cette voie va être aménagée en voie douce, qui va permettre aux administrés d'aller d'Aubé, Mas Saint-Jean jusqu'à Aiguevive sans passer par la route départementale. Donc ça, c'est une première réalisation qui va être faite. Et encore une fois, on profite des travaux de l'eau pour minimiser le coût, parce qu'évidemment, faire des routes, c'est pas gratuit. Ensuite, on a discuté déjà avec le maire de Galargues pour faire une connexion le long de la route départementale, en fait, sur l'ancienne voie ferrée entre Aubé et Galargues. Alors, côté Aubé, on a une facilité qui est le foncier qui est à nous. Côté Galargues, c'est pas le cas, donc ça va être un peu plus compliqué. Par contre, on a une difficulté à Aubé, c'est qu'on a du mal à connecter le centre du village jusqu'au départ de la gare. Donc là, le groupe projet justement d'Angélique, avec des gens qui sont dans la salle, ont commencé à essayer de trouver des tracés, mais il va falloir probablement à un moment passer sur la départementale, donc il faudra trouver des solutions. Et puis côté Congénie, alors la région est prête à nous aider parce qu'en fait, symboliquement, si on connecte Congénie, ça veut dire que nos gamins pourront aller au collège et au lycée à vélo jusqu'à Saubière, même si évidemment ça fait une certaine distance. Mais en tout cas, Congénie, c'est pas non plus super difficile. Là encore, il y a des problèmes de foncier. On doit rencontrer la mairie de Congénie dans pas longtemps, donc on en parlera. Mais ça fait partie des choses qui sont envisagées. En tout cas, voilà, côté Aiguevive, c'est fait. Il reste quelques aménagements à faire. Et puis les deux autres, c'est en bonne voie douce. En tout cas, oui, ça va avancer, c'est la volonté que nous avons. Donc, on va le faire petit à petit. Comme le dit Antoine, on va profiter effectivement de travaux d'adduction d'eau, de voirie, etc., pour minimiser les coûts et aller chercher aussi des subventions, puisqu'il y en a. Et justement, en parlant de subventions et de financement partagé, en fait, on a aussi des compétences communautaires là, qui rentrent en ligne de compte. Et la communauté de communes va nous aider à financer les jonctions entre les villages qui sont sur le territoire communautaire. Et donc avec le groupe projet justement, on pédale, on va inspecter, on a différentes hypothèses d'itinéraire. Selon les options prises, on a certaines difficultés. Faut-il aménager la départementale? Faut-il demander un droit de passage chez des particuliers? Enfin voilà, on échafaude en fait des itinéraires en fonction... d'abord, est-ce qu'on priorise un chemin le plus court et le plus direct? Est-ce qu'on priorise un chemin qui va nécessiter moins d'aménagement, moins de coûts et qui sera plus long? Voilà, c'est des réflexions qu'on a dans ce groupe projet. Mais tu es volontiers, viens nous rejoindre Thierry, un grand pédaleur que tu es, viens nous rejoindre et réfléchissons ensemble. Mais c'est vrai que ce qu'on entend, vous avez bien compris, et on y veille beaucoup, c'est d'avoir des bonnes relations avec tous les interlocuteurs. C'est important, je pense qu'il faut bien s'en rendre compte, avec tous les interlocuteurs, tous les maires, toutes les mairies, toutes les institutions, comités de communauté, parce qu'effectivement, on n'est rien si on reste seul dans notre coin. Et donc, tous ces échanges-là, qu'on travaille au quotidien pour pouvoir faire avancer la démarche sur notre village. Est-ce qu'il reste une question avant de passer? Non, visiblement, on a bien répondu. 1h30, c'est impeccable. Donc, la réunion touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de votre présence. On pourra continuer à échanger autour d'un verre. On se voit beaucoup en ce moment avec les jeudis d'Aubé, mais on continue. Mais avant de se retrouver, je vais laisser le mot de la fin à monsieur le maire. Merci Karine. Alors, moi je voulais vous remercier d'être présent ce soir, et c'est important, vous savez, on beaucoup communiquer. Ce qui est important, c'est qu'on communique ensemble. Encore une fois, je remercie bien sûr tous les élus qui participent, toute l'équipe là, et aussi tous les fonctionnaires de la mairie, parce qu'on parle peu
tous les fonctionnaires, et c'est vrai qu'il faut les saluer parce qu'ils font un travail formidable. Je le dis souvent, mais ils sont avec nous, partie prenante, pour nous aider dans tous les dossiers. Et c'est pas facile. Et je remercie aussi tous les habitants qui participent au quotidien ou dans des associations, dans des groupes projets, parce que sans les associations, une mairie, ça ne fonctionne pas. C'était notre volonté de vous faire participer, c'était notre volonté, et c'est notre volonté de faire, on s'est dit au moins 2 réunions publiques par an. C'est la première en présentiel, on en fera une en fin d'année, mais on fera ça assez régulièrement. Ça vous permet de vous tenir au courant, de pouvoir échanger, d'avoir des questions. Et moi, je tenais à remercier encore une fois toutes les personnes qui participent. Et avant de clôturer, je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à Mireille.